Aujourd'hui, nous abordons un autre sujet très demandé, l'ego. Alors, essayons de le calmer et de le faire taire par moments. Mais juste après, le générique. Et salut mes beautés, comment allez-vous? Je suis Gaïari et je vous souhaite la bienvenue vers la meilleure version de toi-même. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à liker ma vidéo pour me faire comprendre que vous l'appréciez et surtout, ça me fait toujours plaisir. Qu'est-ce que l'ego? Le mot ego est tiré du pronom personnel grec et latin signifiant moi ou je, déjà très révélateur. Selon Sartre, l'ego n'est pas le propriétaire de la conscience, il en est l'objet. L'ego n'est rien qu'une impression, ce sentiment que l'on a d'être et d'avoir. Un ego ne repose sur rien, c'est simplement une illusion. C'est un processus qui, dans son fonctionnement, produit le sentiment d'individualité. L'ego désigne la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. L'ego est la partie de l'humain qui s'oblige à tout ramener à lui. Tout humain est attiré par tout le système mis en place par l'ego. Sans l'ego, l'homme-matière n'existerait pas, puisque le corps en est son idole. Il y a 5 constituants à l'ego selon Bouddha. Il les appelle skandha en sanskrit. Le premier skandha est celui de la forme. Avant la naissance de l'ego, l'esprit dans un premier temps est pur et non dualiste, ouvert et dégagé. La naissance de l'illusion est d'abord celle d'une différenciation. L'espace commence à être perçu, à exister comme quelque chose pour une observation. C'est le début de la scission sujet-objet. La naissance de la dualité. En fait, cette différenciation peut se constituer par rapport à n'importe quel point de référence des différentes facultés sensorielles, visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles ou mentales. Cette référence première est appelée forme. C'est le premier stade de l'ego. Le deuxième skandha est celui de la sensation. Il s'agit d'une prise de position par rapport à l'expérience initiale de la forme que nous avons vue au premier point. Celle-ci est maintenant sentie comme positive, négative ou neutre. Il y a ainsi des sensations agréables, désagréables ou indifférentes qui naissent. Le troisième skandha est celui de la perception. La troisième étape fait intervenir l'identification, c'est-à-dire que la forme qui a été sentie est maintenant reconnue, un nom lui est donné. Il y a nomination. Le quatrième skandha est celui de la formation mentale. Il y a une réaction devant cet objet identifié, devenu porteur d'un sens qui suggère une action ou une réaction. Il instaure une relation avec cette forme sentie et identifiée. Il y a ainsi une situation en laquelle une forme a été sentie, ensuite nommée, a acquis un sens par rapport auquel prend place une réaction. Le cinquième skandha est celui de la conscience. Cette structuration de l'ego par la formation des 5 skandhas, forme, sensation, perception, motivation et conscience, se répète d'un instant de conscience à un instant de conscience. Chacun de ces instants subsiste très brièvement puis disparaît, suivi par l'apparition d'un autre instant de conscience. Le phénomène se produit sans cesse. C'est ainsi que fonctionne l'ego. Comment se passe la construction du moi? Il se construit à partir des sensations éprouvées, des expériences vécues et de séries d'identifications, les parents notamment. Au cours des premières années de la vie, une majorité de personnes actuellement ont des manques dans la zone du moi, c'est-à-dire du sentiment d'exister, de s'aimer et de s'accepter, et n'ont donc pas pu construire un moi vrai, une fausse représentation de soi-même. L'ego serait la représentation fausse qu'un individu se ferait de lui-même. Cette représentation ferait barrage à la vraie nature de l'homme. Certains auteurs parlent de l'ego comme d'une fausse personnalité
constituée de souvenirs et d'expériences. Elle serait différente de la personnalité originelle de tout être humain, produit de sa naissance et de son héritage génétique. Une telle confusion produirait une illusion qui priverait ceux qui en sont prisonniers d'une vraie liberté et les enchaînerait à des schémas de souffrance tels que l'égocentrisme, l'orgueil, la vanité, l'amour-propre, perception erronée du monde. La tromperie de l'ego, même si parfois vous reconnaissez ces paramètres et la tromperie de votre ego, vos capacités de réaction ne sont pas toujours celles qu'elles devraient être. L'ego a un pouvoir anesthésiant. Par moments, vous lui résistez, mais il revient à la charge et il rattrape le terrain qu'il a perdu en quelques secondes. Il faut donc être très vigilant par rapport à soi-même. Votre ego se manifeste souvent au travers de votre autorité, de votre grand désir, bien souvent inconscient, d'imposer aux autres vos idées, vos façons de penser ou d'agir. Vous pensez que ce que vous dites ou vous faites est bien et que ce que dit ou fait l'autre n'est pas bien. C'est là que vous avez tort. Chacun agit en fonction de la compréhension qu'il a de lui-même, de l'esprit spirituel qui est en lui. Sur Terre, beaucoup d'êtres n'ont simplement que la conscience relative de l'humain. Ils ne sont pas encore éveillés à la conscience de l'univers. Chacun son cheminement, chacun son rythme. Trop de pouvoir donné à l'ego empêche d'être dans l'acceptation. On est alors dans la création mentale. Ce sont des croyances, des choses apprises qui nous figent dans une référence de bien ou de mal, comme un bagage génétique et mental, parfois inconscient, car étant un héritage. En bref, il n'y a pas d'ego dans l'instant présent. L'ego se nourrit du passé ou a peur de l'avenir. Nous devons être au service de l'être et non du paraître. Un rapport aux autres difficile et révélateur des problèmes d'acceptation vis-à-vis de nos propres parents. Quand l'ego est le centre de votre être, votre conscience et votre vie émotionnelle sont dans un état qui est figé. Lorsque vous êtes au stade de l'ego, vous faites toujours l'expérience d'un manque, d'un besoin de plus, l'acceptation d'un besoin de reconnaissance. L'ego enregistre le besoin d'amour et de sécurité, mais il a pour but de répondre à ce besoin sans faire face aux ténèbres intérieures et à la peur. Pour accomplir cela, il a un petit truc. Il transforme le besoin d'amour en besoin de reconnaissance de la part des autres. Il transforme le besoin d'harmonie et d'unité en besoin d'exceller et d'être meilleur que les autres. Une fois que vous pensez qu'être aimé, c'est être admiré pour vos exploits, vous n'avez plus besoin d'aller en vous pour obtenir de l'amour, alors que votre amour doit venir avant tout de vous-même. De cette façon, l'ego s'efforce de maintenir l'illusion de la peur. En bref, votre aspiration originelle à l'amour a été transformée en désir de reconnaissance. Vous cherchez constamment une confirmation externe qui vous rassure temporairement. Votre conscience est essentiellement focalisée sur le monde extérieur. Vous vous fiez au jugement des autres et vous êtes très figé sur ce que les gens pensent de vous. C'est très important pour vous car votre estime du moi dépend de cela et non de votre être véritable. Une vision déformée de la réalité. Lorsque l'ego se met à diriger la conscience de l'âme, au lieu de fonctionner comme un outil, l'âme est déséquilibrée. Quand l'ego régente l'âme, il va contrôler et refouler de façon sélective ses pulsions. L'ego vous présente alors une version déformée de la réalité. L'ego déséquilibré est toujours à la poursuite du pouvoir et du contrôle, et il interprétera les faits en positif ou en négatif selon cet éclairage. Il est très instructif de découvrir vos motivations fondées sur le pouvoir ou le contrôle dans vos actes quotidiens. Essayez de repérer à quelle fréquence vous voulez soumettre les choses ou les gens à votre volonté, même si c'est pour une noble cause. À quelle fréquence êtes-vous agacé par des choses qui ne vont pas comme vous le voulez? Il est important de réaliser que derrière le besoin de contrôler, il y a une peur, mais de perdre le contrôle. Posez-vous la question. Quel est le risque
de relâcher le contrôle, de lâcher prise de ce besoin de prévoir. Quelle est ma plus grande peur? Posez-vous ces questions. En résumé, quels symptômes d'un ego déficient? L'ego déficient se manifeste par des jugements, des critiques, des ruminations, des auto-dévaluations, des doutes excessifs par l'emploi du je, du moi en permanence, le ressenti d'émotions désagréables, des interrogations constantes sur ce que pensent les autres, des évasions mentales vers le futur, angoissant, vers le passé, regretté. Ces maladies de l'ego se rangent dans deux catégories, un excès d'attachement à soi et un manque d'estime de soi. Dans les deux cas, c'est une source de souffrance, car nous avons tendance à nous isoler socialement et à ne plus nous satisfaire au présent et à déprimer. Alors, l'ego, ami ou ennemi, l'ego est un mal nécessaire. Nous avons besoin de lui pour traverser la vie. Mais on l'aura compris, l'idéal est cependant qu'il soit moins bruyant et le moins polluant possible. Les solutions, selon Alexandre Jolienne, Mathieu Ricard et Christophe André, et je partage leur avis. Il s'agira donc de tranquilliser l'ego afin d'avoir une juste et saine estime de soi. Pratiquer la gratitude comme un exercice spirituel. À notre tour, entrer dans cette immense chaîne de solidarité en posant des actes concrets pour aider le plus grand nombre. Cultiver la joie et prendre soin de soi est un des remèdes pour calmer l'ego et éprouver de la joie. Alors, écoutons cette joie, prêtons-y attention et prenons soin de nous. Utilisez le plus souvent possible le nous pour effacer les je, les moi, les miens, qui restreignent notre esprit et nous poussent sur les pentes de l'égoïsme et du narcissisme. Être bienveillant, incarner la bienveillance et l'amour dans nos actes et nos pensées permet de faire reculer l'ego pour soi et pour les autres. Pratiquer la méditation, elle permet de devenir observateur de nos pensées, de se fier à nos sens et de nous reconnecter au présent. Avoir un lien d'amitié avec soi-même signifie pratiquer l'autocompassion et de la compassion pour vous. Elle permet d'avancer avec douceur et sans tomber dans les affres de l'orgueil. Adopter le mantra « fais de ton mieux et je ne me fais pas de mal ». Se dire que mon ego soit comme un petit vélo et non comme un 4x4 polluant. Il y a aussi le petit rituel de la douche que je vais vous expliquer. Tous les soirs, faites un bilan de votre journée. Songez à toutes les bonnes choses, grandes ou petites, que vous avez vécues et que vous devez aux autres. Gratitude pour les personnes qui ont conçu la lampe avec laquelle vous vous éclairez. Gratitude pour les parents, les amis, les professeurs qui vous ont permis d'être là aujourd'hui. Gratitude pour vos enfants qui par leur présence embellissent vos journées, etc. Faites votre liste personnelle, elle vous appartient. Essayez d'adopter cette habitude quotidiennement. Lorsque nous faisons attention à ce que nous devons aux autres et que nous ressentons de la reconnaissance, notre morale monte en flèche et l'ego bruyant s'éloigne à grande vitesse. Je vous prépare une méditation guidée pour vendredi qui vous permettra, quand vous en avez besoin, de calmer votre ego. Dimanche, nous nous retrouvons aussi pour une guidance des énergies générales de la semaine à venir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Voilà mes beautés, j'espère avoir percé à jour notre perturbateur Monsieur l'Ego, que les plus belles énergies positives t'accompagnent vers la meilleure version de toi-même. Namasté.